ça va au top parce qu'on va commencer, justement, vu que ça va au top, on va commencer par les tops de la semaine. On va commencer par qui? Allez, par Nico. Écoute, Nico, c'est quoi ton top de la semaine à toi? Alors, on va parler d'un sport dont on parle pas tellement d'habitude, le snowboard cross avec Chloé Trespech qui a gagné le euh, Globe de Cristal. Donc voilà, une Française qui a gagné le Globe de Cristal, c'est voilà, c'est une bonne chose pour les sports de glace au niveau du sport français. Donc elle a fait la course en tête tout au long de la saison et donc elle confirme en fait, c'est une des meilleures hein, dans sa discipline. Et là, elle a confirmé donc, ce week-end en gagnant ce Globe de Cristal. Donc bravo à elle, on est fiers de sa performance et voilà, c'est de bon augure pour notamment les futurs JO d'hiver. Donc voilà. Il me semble qu'au précédent JO, elle avait raté la médaille d'un cheveu en chutant en demi-finale ou en quart de finale. Je sais plus comment ça s'était passé, mais il me semble qu'elle a une revanche à prendre sur les prochains JO. Ouais, c'est ça. Je pense que là, c'est un bon timing pour elle et je pense que ça va lui donner le plein de confiance. Et donc, c'est vraiment de bon augure. Les JO dans 2 ans à Turin. C'est ça. C'est ça. Exactement. Oui, C'est bien précisé. Ok, c'est ça. Ça arrive vite. Hein. Ah, comment? Non, je dis juste ça arrive vite. Voilà, ah oui, non, c'est clair, bien sûr. Il y a la Coupe du Monde l'année prochaine et puis ensuite on va être dedans. Donc c'est vraiment, je pense, un bon timing. Si elle continue comme ça sur sa lancée et qu'elle n'a pas de blessure, on peut vraiment espérer. C'est une de nos meilleures chances de médaille pour Turin. Tout à fait. En parlant de sport d'hiver, je crois que Greg, il me semble que toi aussi ton top c'est un sport d'hiver. Oui, exactement. Comme a dit Nico, donc là on parle un peu de ski parce que c'est en plus la fin de la saison. C'était donc les dernières courses qui sont disputées ce week-end. Moi, mon top, c'était Lara Goudberami, donc une Suissesse, donc en ski alpin, je précise, qui a remporté également le Petit Globe. Voilà, le Petit Globe du Super G, le Petit Globe du slalom. Voilà, petite déception pour elle en tout cas, même si c'est incroyable, hein, mais elle a raté de très très peu le Petit Globe de la descente, où elle a fini 17e, elle est passée un peu à côté. Elle était en tête au début de l'épreuve, au classement général, et elle s'est loupée, voilà. Mais au-delà de ça, non, elle a un grand respect parce que dans le ski, donc elle est très connue hein, pour les suiveurs de ski, voilà, de la glisse. Elle a égalé 2 légendes en plus en gagnant le Petit Globe du Super G. Voilà, donc 2 légendes avec 5 donc, petits globes remportés. Donc, elle a égalité avec Lindsey Vonn, donc je pense que vous connaissez même au moins de nom, et l'allemande Katja Seisinger. Voilà. Donc, c'était pour dire bravo parce que même si on parle beaucoup de basket, de foot, voilà, même de tennis, hein, on dit qu'on a des sportifs incroyables qui marquent l'histoire, mais également en ski, on a là une championne incroyable, donc bravo à elle. Tout à fait. C'est bien de parler de tous les sports, c'est clair. David, c'est quoi ton top de la semaine à toi, cette semaine? On reste dans le sport féminin. Donc cette semaine, c'est intéressant parce que comme c'est une semaine internationale dans le foot masculin, du coup, ça nous permet de parler de plus de sport féminin. Donc moi, je voudrais simplement, mon top de la semaine, c'est la Ligue des champions féminine, où les matchs allés ont eu lieu la semaine dernière et les matchs retour des quarts de finale ont lieu donc mercredi et jeudi. Et le PSG et l'OL ont gagné les matchs allés de leurs quarts de finale respectivement. Donc l'OL joue le Benfica Lisbonne et le PSG joue un club suédois qui s'appelle le BK Häcken, qui est basé à Göteborg. Donc deux matchs allés gagnés, donc ballottage favorable pour se qualifier. Et si les 2 clubs français se qualifient, elles joueront l'une contre l'autre, les Parisiennes et les Lyonnaises, en demi-finale. Donc on serait assuré d'avoir un club français en finale de Ligue des Champions féminine cette année. Et ça m'inspire aussi une autre remarque, c'est que peut-être que le PSG aura une Ligue des Champions chez les filles avant de l'avoir chez les garçons. Du coup. Oh là là, toi tu veux t'attirer des problèmes, David. Je veux m'attirer des problèmes. Incroyable. Ils peuvent faire le doublé aussi, imaginez. Ils peuvent faire le doublé, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Imagine, ils font le doublé.
Ce serait une saison incroyable. Mais les Lyonnaises n'ont pas se laisser faire. Hein. Les Lyonnaises, il y a longtemps qu'elles ont été plus fortes que les garçons, ça c'est sûr. Ça. Lyonnaise, ouais. Et en plus, j'étais devant le match, parce que c'était contre, en plus de tout, c'était contre le Benfica, un match pas trop mal. Une belle deuxième mi-temps, en tout cas pour Lyon, qui aurait pu même gagner. Je pense que Greg sera d'accord, mais il aurait pu gagner bien plus, aurait pu alourdir bien comme il faut le score à la fin. Ouais, j'ai aussi regardé le match, pardon, et oui. Première mi-temps, ils ont eu un peu de mal, mais Benfica. Ah ouais, elles ont fait bouger en première mi-temps. Hein, oui, non, bien sûr. Benfica a fait vraiment un bon match et, dans l'ensemble. Et puis après, bon, elles ont un peu, on va dire, redressé la barre. Mais bon, il n'y a que 2-1, donc méfiance quand même au retour. Mais en tout cas, Benfica est une équipe qui, en tout cas, dans le football féminin, progresse. Ah oui, ça, c'est positif aussi. C'est ça. Ah, et puis, c'est dans la lignée de ce qui s'est passé aussi à la Coupe du Monde avec le Portugal féminin qui participe à sa première Coupe du Monde, non ça, Et dans l'autre moitié de tableau, c'est Chelsea et le Barça qui ont gagné leur quart de finale aller respectif. Donc on s'acheminerait vers une demi-finale Chelsea-Barça d'un côté et Lyon-PSG de l'autre. Voilà. Et donc une finale potentiellement Barça-Lyon ou PSG-Chelsea. Et Barça qui est tenant du titre. Hein. Ouais. Tout à fait. Ok, très bien. Écoutez, moi je vais juste mon top à moi, c'est voilà, David en a parlé, c'est la semaine, on est en pleine semaine internationale, et l'équipe de France a perdu, mais le Portugal a gagné. et c'est la 11e victoire en autant de matchs pour Roberto Martinez. Quand il est arrivé, je crois que c'était en janvier 2023, donc ça fait 1 an et quelques semaines qu'il est arrivé donc à la tête du Portugal pour remplacer Fernando Santos. J'étais bien sceptique. Les premiers matchs m'ont laissé bien sceptique. Ça va mieux. L'équipe joue plutôt bien. Et puis on en parlait avec Nico en off juste avant l'émission. Il y a un vivier exceptionnel au Portugal et j'avoue que voilà, voir ce vivier dans les mains de Fernando Santos me brisait le cœur. Et sous Martinez, ça va mieux. Donc c'est bien. Alors, il faut relativiser. Donc c'est pour les stats rapides. 11 matchs, 11 victoires, 42 buts marqués. Je crois qu'il y a seulement 5 buts encaissés. Donc c'est pas mal. C'est pas trop mal. 5 buts, non, je crois qu'il y en a même que 4. Il y en a même que 4 encaissés, donc encore mieux. Voilà. Après, il faut un peu relativiser dans le lot des 11 matchs. Voilà, l'adversaire le plus compliqué, c'était peut-être la Suède ou la Slovaquie. Donc, bref, bien loin des cadors que le Portugal pourra peut-être affronter à l'Euro s'il dépasse je crois que c'est la Turquie et la République tchèque dans le groupe, si je ne me trompe pas, de l'Euro. Et il y a une autre, je crois, et l'autre, j'ai oublié l'autre qualifié. Donc voilà, mais bref, pas des cadors certes, mais quand même, les matchs, il fallait les gagner. Et c'est avec la manière, c'est meilleur bilan pour le Portugal en qualification. Enfin, bref, il a coché plein de cases et c'est pas mal. Et voilà, donc je trouve qu'il méritait mon petit top de cette semaine. Écoutez, très bien. On passe au flop, alors si on est bon. On commence par Greg. Vas-y, Greg, c'est quoi ton flop de la semaine à toi? Alors moi, mon flop, il va concerner 3 équipes. 3 équipes qui sont, on va dire, outsiders pour le titre final à l'Euro en Allemagne. Donc l'Angleterre, l'Espagne et la Belgique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont donc joué leurs matchs amicaux. La Belgique a fait un match nul 0-0. Alors, ok, le sélectionneur belge avait fait tourner pas mal, mais bon, 0-0 en Irlande. Ils auraient même mérité de perdre parce qu'il y a eu un penalty arrêté par le gardien et surtout très mal tiré par l'Irlandais. L'Angleterre qui perd contre le Brésil. Alors, perdre contre le Brésil, il n'y a rien d'affamant, bien sûr, mais c'est le niveau de jeu qui n'a pas été top du tout. Et voilà, et un peu comme tu l'as dit toi avec Martinez, moi je ne suis pas forcément fan de l'Angleterre, mais c'est triste de voir qu'on laisse un tel vivier et un tel joyau à un mec comme Gareth Southgate, qui est un peu surnommé par certains journalistes comme le Sylvain Ripoll anglais, donc ça veut tout dire. Et dernière chose, donc l'Espagne qui perd. Les Anglais
Les Anglais connaissent Sylvain Ripoll, les Anglais ont Ah, la ref. surtout quelques journalistes français qui sont un peu en Angleterre. Et voilà. Et donc, voilà, c'est dire le niveau du garçon. Et donc, dernière chose, donc, ouais, l'Espagne qui perd à domicile contre la Colombie. Première défaite de l'histoire de l'Espagne contre la Colombie. Donc, voilà. Donc, maintenant, bon, c'est que, comme à l'image de la France dont on va parler après, c'est qu'un match amical. Mais bon, en tout cas, c'est surtout le niveau de jeu qui a été un peu moyen. Et voilà. Maintenant, comme ils vont pouvoir se rattraper, parce qu'il y a donc un autre match amical pour chacune des équipes. Et hasard du calendrier, donc l'Espagne va jouer le Brésil, qui a donc battu l'Angleterre, et l'Angleterre va retrouver la Belgique. Donc on verra bien un petit peu ce qui va se passer. Les matchs sont prévus demain soir. Petite parenthèse, alors moi j'ai pas vu le match Espagne-Colombie, mais apparemment James Rodriguez a fait un gros match. Ce serait un petit peu la résurrection de James Rodriguez. Donc c'était assez étonnant à entendre parce qu'on l'avait un petit peu perdu de vue, mais voilà, apparemment il a fait un gros match contre l'Espagne. Donc, Je ne savais même pas qu'il était encore sélectionné, personnellement. Il joue au Brésil actuellement, si je ne me trompe pas. Il joue au Brésil encore. Oui, il était au Qatar, je crois, et il est reparti. Ça s'est mal passé au Qatar. Ouais. Et après, il là, il est à Sao Paulo, si je ne me trompe pas. C'est d'autant plus étonnant parce qu'on ne pensait pas que ce joueur comme ça renaîtrait de ses cendres. Et, pour un match d'un tel niveau contre l'Espagne, qui est quand même un cadre européen, voilà, c'est étonnant. Et bravo la Colombie parce que fallait quand même battre l'Espagne. Donc bravo eux. Mais en tout cas, c'est intéressant. On n'en a pas parlé, mais en tout cas, c'est intéressant pour la Copa América qui va bientôt arriver également. Et si on a une Colombie, entre guillemets, avec Rames, Luis Diaz aussi, de Liverpool, qui est devenu la véritable star de cette équipe, ça peut être vraiment intéressant. Les tirages de la Copa América, les groupes, ils ont été faits, non, je crois, il me semble. Oui, absolument. Ouais. Ils ont déjà eu lieu. Ouais. La Colombie est avec le Brésil, dans le même groupe que le Brésil. C'est ça, exactement. Oui. Et les autres, on va dire, il y a quoi? Il y a le. Il y a l'Argentine. Ouais, Argentine avec le Chili et le Pérou. Il y a les États-Unis à la Copa América. Ah oui, les États-Unis qui ont battu 2-0 de Mexique cette nuit. Je crois. Comment? Je crois que l'Argentine, les États-Unis sont dans le même groupe que l'Argentine, il me semble. Ah bah alors peut-être que j'ai pas les bons, mais moi je vois les États-Unis avec l'Uruguay. Mais Ah non, alors c'est ça. J'ai compris l'Uruguay. Voilà. Ok. Ah, mais ça va être une belle compétition, ça aussi, ça va être pas mal. Pour une fois, il n'y a pas d'invité comme le Qatar, donc bon, il y a une vraie Copa América. Pas faux. On a le Jamaïque, le Canada, mais c'est vrai que ça reste encore sur le continent. Non, mais ça reste l'Amérique, la CONCACAF et la zone CONCACAF et l'Amérique du Sud. Comme en 2016, il y a 16 équipes exceptionnellement pour cette année. Donc tout à fait. Bon. Tout à fait. Ok, bah écoute, on passe à toi, Nico. C'est quoi ton flop à toi de la semaine? Alors, mon flop de la semaine, moi, je voulais parler des constantes polémiques qu'on a en ce moment avec le Ramadan et les joueurs de confession musulmane qui pourraient ou non faire le jeûne, pratiquer leur jeûne pendant les matchs. Et en fait, moi, je voulais surtout souligner le fait je trouve, personnellement, je pense qu'on tape un peu beaucoup trop sur la Fédération française de foot qui, soi-disant, serait intolérante et ne respecte pas assez la croyance des joueurs. Alors moi, je voulais juste souligner une chose qui est, je pense, assez importante dans le sport, c'est ce qu'on appelle la neutralité. Quand on a de la neutralité dans le sport, ça veut dire qu'on essaie d'appliquer des règlements de façon neutre et objective. Et ce que fait la Fédération française de football n'est que appliquer des règlements qui existent déjà depuis très longtemps, concernant notamment la neutralité religieuse et le fait que tout sportif de haut niveau, évidemment, peut pratiquer sa foi s'il le souhaite, mais en revanche, il ne faut pas que ça prenne le pas en fait sur les compétitions sportives et sur les règlements en général. Et en fait, évidemment que en France et en Europe, on fait en sorte que n'importe quelle personne puisse pratiquer sa religion de façon libre et qu'elle puisse pratiquer sa foi librement. En revanche, je trouve, encore une fois, ça n'engage que moi, mais cette idée de pointer du doigt la fédération parce qu'elle ne fait qu'appliquer les règlements,
trouve ça un petit peu dangereux et je trouve que ça va à l'encontre en fait de tout ce qui régit le sport en fait. Le sport est fait de règles comme dans toute une société et je pense que à la fin, si on commence à ne pas essayer de faire en sorte de respecter ces règles, on va avoir des jurisprudences, on va avoir des choses qui vont indéfiniment faire parler parce que vous allez autoriser certaines choses à telle personne ou telle personne et pas à d'autres. Et justement, le principe même du sport, c'est l'universalisme, c'est l'égalité, c'est le fait que tout le monde soit traité de la même manière. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un problème avec ça, le fait qu'on a une organisation comme la Fédération, notamment la Fédération française de foot, qui simplement dit on applique un règlement. Alors, comme on le disait avec Greg en off, il y a eu ce cas avec le joueur, alors je ne me rappelle plus de son prénom, Diawara. Mahamadou Diawara. Diawara, merci Greg. Qui donc lui a réclamé de pouvoir avoir le droit de faire le jeûne, pratiquer le jeûne, pardon, justement dans cette période de Ramadan. La Fédération française de football a simplement essayé d'exprimer le fait de pratiquer les règles qui sont demander simplement aux joueurs de reporter son jeûne parce que par rapport à la préparation sportive, ça posait quelques soucis. Et là, à ce moment-là, la fédération simplement se base sur des règles en fait, qui ont été établies. Et alors après, évidemment, qu'on ne connaît pas toutes les coulisses par rapport à ça, mais toujours est-il que ça a fait une énième polémique en fait, simplement parce qu'on dit, bon, en Angleterre, on arrête les matchs, en Allemagne, on arrête les matchs, etc., pour que les joueurs de confession musulmane puissent pratiquer leur jeûne. Je pense que ce sont voilà, ce sont des choses évidemment très sensibles. Mais moi, je voulais simplement, voilà, mon flop, c'est qu'il faut arrêter de taper sur la Fédération française de foot qui ne fait qu'appliquer un règlement qui est ce qu'il est. Et surtout le ramadan, c'est un problème. Le ramadan et le sport, c'est un problème qui est récurrent chaque année, qui revient sur la table chaque année. C'est comme un marronnier. Et il y a quelque chose de bon sens, c'est que évidemment, ça peut être incompatible du sport de haut niveau avec le ramadan pour des questions évidentes de santé. Et la religion est tolérante par rapport à des obligations liées à la santé, pour le respect strict ou moins strict du ramadan. Et ce qui ne posait pas problème il y a quelques années, aujourd'hui pose problème parce qu'il y a une remontée des revendications identitaires. Et en fait, les joueurs qui respectent pas le ramadan se font juste incendier sur les réseaux sociaux. Et l'origine du problème et des critiques envers la Fédé, elles viennent de là, quoi. Elles viennent de cette épidermie qu'il n'y avait pas précédemment sur un problème qui a toujours existé, qui est le fait de concilier sport de haut niveau et ramadan, qui est évidemment un problème majeur. Alors après, pour rebondir sur ce que tu dis, David, j'ai envie de dire le problème, ou en tout cas la discussion, elle provient aussi du fait que vous avez aujourd'hui des gens, enfin, je vais prendre par exemple la déclaration de Habib Bey qui dit que pour certains joueurs de confession musulmane, le fait de jeûner apporterait une force spirituelle qui leur permettrait de surperformer sur le terrain. Après, là, j'ai envie de dire que c'est une question probablement scientifique et la question de bon sens voudrait, comme tu dis toi-même, que on pense que si une personne ne se nourrit pas pendant la journée, je vois pas comment elle pourrait être plus performante, pardon, que si elle ne se nourrit si elle se nourrit pas par rapport à si elle se nourrit. Mais c'est vrai que c'est un sujet, et comme tu dis, le problème vient probablement donc, de Twitter, des réseaux sociaux, des pressions sociales, entre guillemets, des pressions de groupe, des pressions d'associations également. Et le problème qui se passe, je pense que là où à mon avis, il faut être, on va dire, objectif et surtout ferme de la part de la Fédération française de foot, c'est qu'il y a des règles à respecter et qu'on s'en tient à ces règles-là. Après, évidemment, le reste n'est que, voilà, ça concerne évidemment les joueurs, est-ce qu'ils veulent pratiquer ou pas leur foi, ça les regarde. Mais là, encore une fois, le problème, ce qui me dérange, c'est qu'on fait entrechoquer le sport et la politique et que là, finalement, un sujet qui est devenu politique s'entremêle avec le sport et c'est un problème parce que du coup,
un des domaines dans lequel aujourd'hui, dans une société plus que jamais divisée, fracturée, on a besoin du sport pour se rassembler, et ben, le sport devient un sujet de division. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément et qui dérangera, je pense, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'entre nous. Et je pense qu'il faut vraiment en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire basons-nous sur les règles, basons-nous sur les textes, et il n'y a pas de discrimination de l'un tel envers un tel. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux et faire en sorte que le sport reste un vecteur de rassemblement et voilà, que ce soit une chose universelle et non pas que ça devienne quelque chose de politique et qui divise alors qu'on a besoin de se rassembler autour de cette discipline. Ok, très bien. En tout cas, on va terminer entre guillemets c'est vrai que ce sujet un peu à débat, on va pas se mentir, par juste voilà, dire que un petit peu avec un petit peu de légèreté que voilà, Karim Benzema par exemple n'a jamais été aussi fort qu'en période de jeunes, donc voilà. On va terminer par ça. Ok, alors, avant de donner la parole à David, parce que du coup je sais quel est son flop de la semaine, je vais parler du mien. Et il est plutôt. Enfin voilà, on reparle du coup du sport féminin et notamment de foot féminin avec l'équipe de France féminine, puisque voilà, on a appris cette semaine que donc Hervé Renard quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine après les JO. Donc voilà, son contrat allait jusqu'à la fin des JO. Mais j'avoue que c'est pas un flop parce que oh, wow, je suis tombé des nues ou quoi que ce soit, je suis dégoûté. Non, c'est pas vraiment ça. C'est que j'espérais une sorte de voilà de ouais, espoir entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'espérais qu'il reste un petit peu voilà sur la longueur, qu'il s'installe sur la durée avec les Bleus, qui monte un vrai projet dans le temps. Voilà, un peu à l'image de, je sais pas, peut-être juste pour prendre un exemple pareil français, un peu à l'image de, je sais pas, de Didier Deschamps par exemple avec l'équipe de France, l'équipe de France masculine. Voilà, j'espérais ça et j'ai l'impression que, bref, ce qui s'est passé avec pendant la CAN notamment, ça a un peu accéléré le tout et je sais pas, avoir ce sort de one shot et de dire allez, ça y est, hop, allez, après les JO, voilà, je m'en vais, etc. Je sais pas, moi ça me met dans une situation un peu où je me dis bon, peut-être un peu dommage ou voilà. Après, juste, on parle de football et dans le football, tout va très vite. Donc, certes, il a, entre guillemets, ouvert la porte, mais il y a comme Jean-Michel Aulas qui a un poste maintenant un peu, on va dire, majeur à la Fédération française de football féminine. Et il a quand même dit que voilà, il allait essayer de parler avec lui, de le convaincre. Donc, certes, il a ouvert la porte, mais il n'y a encore rien de fait. Alors, ce serait possible qu'il reste aussi. Il faut pas plus, non plus, voilà. Je suis d'accord, mais c'est plus qu'ouvrir la porte. Il a dit, j'ai annoncé à la fédération que je ne continuerai pas. Je suis en fin de contrat le 31 août. Je vais retourner dans le football masculin. C'est plus qu'ouvrir la porte. Hein. Bien sûr, mais le football n'a pas de mémoire. Non, donc, je suis d'accord. Mais à l'image de Xavi qui dit il y a quelques mois qu'il part, et là on apprend que Laporta veut qu'il reste. Donc voilà, si Tourelle gagne la Ligue des Champions, ça se trouve il restera aussi. Donc moi je partage l'avis mais il faut faire attention. Je partage l'avis de Ruben en ce sens que c'est encore un mauvais signal pour le sport féminin en général et le foot féminin en particulier, où effectivement on avait peut-être pour la première fois depuis très longtemps, on avait un bon casting en termes de sélectionneurs avec Didier Deschamps chez les A, Thierry Henry chez les espoirs et Hervé Renard chez les filles. Et donc on arrivait à bien identifier des sélectionneurs connus et clairement identifiés pour chaque sélection majeure. Et là, d'un seul coup, Hervé Renard voilà, laisse entendre qu'il n'a pas envie de s'inscrire dans la durée. Et c'est plutôt ça, je suis d'accord avec Ruben, c'est plutôt le fait de ne pas vouloir s'inscrire dans la durée qui pose problème plutôt que le fait qu'il reste ou qu'il parte in fine. C'est le côté, l'importance que l'on donne à la sélection féminine. Et c'est vrai qu'on a envie pour que la sélection féminine, elle passe un cran. Voilà, elle a été en quart de finale de la dernière Coupe du Monde. Là, on espère qu'elle va faire une perf au JO. Mais pour espérer gagner une Coupe du Monde in fine, il faudrait effectivement s'inscrire dans la durée et avoir un projet avec des cadres qui s'inscrivent dans la durée, à commencer par le sélectionneur, évidemment, et des joueuses également. Et un staff, et c'est tout un ensemble de petites choses qui feront que le football français féminin créera ses lettres de noblesse, qui
ce qui n'a pas encore été le cas. C'est vrai. Alors, Moi, je me demande si c'est... Alors, on sait que dans ces cas-là, surtout quand on approche d'une fin de contrat, le contexte fait qu'il aura déjà fait une Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas aussi le fait d'être aussi catégorique? Peut-être que lui-même et son agent ont pu se dire que c'était une manière aussi peut-être de renégocier un plus gros contrat avec la Oui, mais fédération. même, quelle que soit la motivation profonde, ce que Ruben souligne, c'est quelle est la place de l'équipe de France féminine dans le football français. Et apparemment, pour un sélectionneur, c'est pas si important que ça et c'est pas si gratifiant que ça de s'inscrire dans la durée à la tête de l'équipe de France féminine. Voilà, Quand on a ce poste-là, on devrait Non. avoir envie d'y rester, quoi. Oui, mais enfin, on sait très bien que dans ce cas-là, il y a aussi des enjeux financiers et ça, on va pas les cacher non plus. Enfin, je pense que ça joue déjà parce que non, mais ça n'est pas que ça. Mais je suis d'accord que le foot féminin doit avoir une place beaucoup plus importante dans le foot français. Maintenant, à la place d'Hervé Renard, faut pas oublier quand même, il a quand même divisé son salaire quasiment par 20 en venant d'Arabie Saoudite de la section saoudienne pour venir entraîner l'équipe de France de foot féminin. Et on sait que dans le foot, bon, ben voilà, on essaie de gagner le plus d'argent possible. Après, je pense pas que ce soit que le financier. Il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a aussi il y a des sélections africaines qui vont avoir des postes qui vont se libérer. Forcément, Hervé Renard, on sait l'attachement qu'il a pour le continent africain. Et c'est possible qu'il soit intéressé par le fait de reprendre une sélection africaine dans pas longtemps. Donc, Mais lui, son point de vue à lui, il est parfaitement légitime et défendable. Ce qu'on évoque, c'est le point de vue du football féminin, quoi, du football féminin français, qui n'est pas vu comme une priorité par les grands entraîneurs français. Voilà, c'est indéniable. Et rien que cette déclaration, encore une fois, je vais retourner dans le football masculin, une sorte de séparation du truc. Moi, ça m'a un peu, je me suis dit, bon, dommage. Pas plus, dommage. Moi, je me demande juste aussi si la performance au JO va pourrait éventuellement faire la bascule entre eux. Bon, en gros, moi, je pense sincèrement que s'il gagne les JO, il retournera dans le foot masculin. Et que par contre, si la France fait un parcours un peu décevant, est-ce que peut-être qu'il ne voudra pas continuer en essayant de se prouver à lui-même qu'il peut être champion du monde avec Mais là, le débat, c'est pas Hervé Renard. Là, je crois qu'on n'est pas en phase. Le débat, c'est pas Hervé Renard. Est-ce qu'il va rester, s'il te plaît, reste Hervé. C'est pas du tout ça le débat. Le débat, c'est il a exprimé qu'il avait envie de mettre un terme, que ce soit demain ou après-demain ou dans 2 ans. Il a envie de tourner cette page-là et que pour lui, manifestement, c'était une pige. L'équipe de France féminine n'est pas un projet en soi. Et c'est dommage. Alors, à son échelle, c'est parfaitement légitime. Et puis, s'il a envie de faire autre chose, il fait ce qu'il veut, évidemment. Mais à l'échelle du football féminin, c'est dommage qu'un entraîneur ne considère pas que c'est le Graal d'être sélectionneur, fût-ce du foot féminin, quoi. Voilà. Je suis d'accord, c'était ça. Tout à fait. Mais, donc, non, mais voilà. Juste donc pour avancer un petit peu, donc il y a eu quelques noms de possibles successeurs qui sont sortis dans la presse. J'en ai sélectionné quelques-uns, et puis j'aurais bien aimé avoir vos avis. Et qui pour reprendre la suite de Hervé Renard, qui n'a visiblement pas envie de rester dans la longueur, peut-être. On rebondit sur ce sujet-là, mais on dit les entraîneurs français ne considèrent pas le foot féminin. Il y a quand même 2 candidats officiellement qui sont déclarés. Donc on a Reynald Pedros et Pascal Duprat qui déjà... après, si on pense à Reynald Pedros, je suis pas sûr que il fasse partie de ces entraîneurs qui considèrent le foot féminin comme... on va dire comme un moindre mal. Je pense que Pedros, d'ailleurs, n'a entraîné que dans le milieu féminin. Donc voilà, il y a des entraîneurs. Mais Hervé Renard, lui, c'était son premier poste dans une équipe féminine. Donc voilà, pour un entraîneur qui est habitué au football masculin, peut-être que ça a été un petit peu... peut-être qu'il trouve ça compliqué de rester en foot féminin. Lui, à son niveau, il est parfaitement légitime dans ses aspirations à faire autre chose. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, tout dépend aussi surtout, enfin, je suis d'accord avec vous, hein, mais tout dépend aussi surtout de ses objectifs, parce que
même si certes, c'est dommage qu'il ne reste pas tout ça. Déjà, ce n'est pas un entraîneur, que ce soit de partout où il est passé, ce n'est pas un entraîneur qui construit quelque chose. C'est plutôt un one-shot. Avec la Zambie, il n'est pas resté des années. Il n'y a qu'avec l'Arabie Saoudite où il est resté un peu plus longtemps, mais bon, là, il avait tout à construire de A à Z. Avec la Côte d'Ivoire, il ne reste pas non plus des années aussi. Et ce qui est bien aussi, moi, je trouve, c'est que même si cet entraîneur-là, bon, bah, il part au bout de quelques mois, il a quand même mis en lumière le foot féminin. Il a remis quelque chose. Et aujourd'hui, la preuve, comme Nico dit, Pascal Duprat, bon, ce n'est pas la crème de la crème des entraîneurs, mais c'est quand même quelqu'un qui est connu, qui a entraîné plusieurs clubs en Ligue 1, tout ça. Reynal Pedros aussi, il a gagné la Ligue des Champions avec l'OL féminin. Il y aura aussi certainement d'autres candidats qui vont se porter. Il y a Jean-Michel Aulas qui est maintenant un peu aussi à la fédération, donc il va pouvoir aussi, et lui il sait très bien parce qu'il en sait quelque chose à l'OL. Il a encadré son OL et aujourd'hui il fait de grandes performances. Il y a aussi le PSG qui peut aider. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il ait réussi à remettre la lumière, on va dire, sur le foot féminin. Voilà. En plus, on a des clubs, comme on en a parlé, de Ligue des Champions qui portent un peu l'étendard français. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui est aussi positif. Oui, mais c'est vrai que on aspire à ce que l'équipe de France féminine ait un entraîneur star et clairement identifié et qui s'inscrive dans la durée. Après aussi, est-ce que, je vous pose la question, mais est-ce que Hervé Renard, comme je vous ai dit, pour moi c'est un homme de coup, mais est-ce que c'est quelqu'un aussi capable, au-delà du foot féminin, c'est quelqu'un capable de construire un projet? Moi, sincèrement, je ne suis pas sûr forcément. Non, mais c'est peut-être pas Hervé Renard, mais c'est pas la question d'Hervé Renard ou pas Hervé Renard, c'est la question de l'identification forte d'un entraîneur star à la tête de l'équipe de France féminine et avec des objectifs élevés pour l'équipe de France féminine. C'est pas Hervé Renard, l'homme idéal, l'homme idoine, hein, c'est pas Hervé Renard. Quand on parle de... Parce que vous dites il faut stabiliser cette équipe, tout ça, mais il faut quelqu'un qui sache... Oui, et est-ce que lui, je parle même pas de foot féminin là, mais est-ce qu'il est capable, est-ce que ce serait pas... Moi, je pense que c'est plus un entraîneur sur un one-shot. Et je pense pas que ce soit. Pas d'Hervé Renard, c'est pas Hervé Renard le thème du truc. Non, c'est juste le fait qu'un entraîneur de ce calibre-là ne se projette pas dans la durée avec cette équipe de France et ça en dit long sur la place de l'équipe de France dans le football français. Quoi. Alors moi, si on doit parler de ça, moi j'ai parlé de Reynal Pedros tout à l'heure. S'il y a bien un entraîneur qui, pour moi, incarnerait bien cette idée de construire quelque chose, c'est vraiment quelqu'un comme Reynal Pedros. Pourquoi? Parce que, alors, à l'OL, je crois qu'il est resté qu'une seule année, mais bon, il a gagné très vite, mais il avait quand même de quoi faire avec cette équipe. Non, alors attendez, parce que là, on embraye sur les successions. Non, mais parce que j'avais prévu ma petite liste de successeurs, j'avais fait, voilà, et après, comme ça, on peut en débattre un peu sur chacun, en tout cas sur vos préférés. Comment? Vas-y, la liste, on veut la liste, ouais. Non, alors, il y a, donc, forcément, il y a les deux qui se sont annoncés, donc c'était Pascal Duprat et Reynal Pedros, pardon, qui se sont, du coup, publiquement porté volontaire. Ensuite, j'avais noté donc Sonia Bonpastor, donc la coach de l'OL. Ensuite, j'avais noté aussi Gérard Prêcheur. Pourquoi pas? Quelqu'un qui n'a pas été cité, c'est Olivier Chouafny qui avait fait un bon parcours avec le PSG aussi. Oui, mais ça, c'est mal fini. Donc, oui. C'est pas faux. Oui, mais il a quand même fait de bonnes choses au PSG. Donc, je me disais que ça pouvait aussi... voilà, ça pouvait être aussi une solution. Mais moi, personnellement, je pense que le meilleur choix serait Reynal Pedros pour moi. Ne serait-ce que parce qu'il a fait avec le Maroc. Il est resté 2 ans à la tête de la section du Maroc. Et regardez ce qu'il a fait du Maroc, qui a failli se qualifier pour le 8e. Bien sûr, et puis surtout, Reynal Pedros, c'est un nom. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça, je pense qu'on veut dire, c'est que l'équipe de France féminine mérite un nom, mérite un entraîneur de renom. Alors, Reynal Pedros, il est champion du monde qui est 1998. Donc c'est ça la carte de visite. Et c'est ça qu'on veut pour l'équipe de France féminine, c'est un nom et que les noms ensuite des joueuses soient aussi connus que celles des hommes et que ça s'inscrit un petit peu dans la durée et qu'il y ait un engouement autour de cette équipe jusqu'à une potentielle victoire en Coupe du Monde à la prochaine ou à la suivante. Voilà. C'est ça qu'on veut.
Tout à fait. Et Vous êtes tous. effectivement, Renan Pedro, je partage avec toi, c'est un peu le nom qui sort du lot par rapport à la liste de Ruben, là. Oui. Après, voilà. Après, sinon, j'avais Patrice Lair, pareil, c'est plus dans. Voilà, lui, il connaît bien le football, le foot féminin. Et après, sinon, j'avais vu aussi comment dire, J'avais vu aussi, par exemple, le nom de Jocelyn Gourvenec passer, mais je crois que ça même, on en parlait avant pour succéder directement à Diacre à l'époque. Donc voilà, mais je suis moins convaincu pour le coup. Donc je l'ai pas vraiment mis. Moi là, les 4 noms que j'ai mis, c'est ceux auxquels je croyais le plus. Et pareil, je vous rejoins plutôt sur Pedro. Pareil, là, ce qu'il a fait avec le Maroc, c'est très très bien. Franchement, c'est même assez dingue. D'ailleurs, il a été éliminé par l'équipe de France d'Hervé Renard à la dernière Coupe du Monde 4-0. Et donc ce serait un joli. Enfin, c'est un joli clin d'œil. Et il y aurait même un truc possible. Alors, je sais pas si ça existe il me semble que ça existe dans certains pays. Ce serait que Didier Deschamps prenne la sélection féminine en plus de la sélection masculine. Je sais que techniquement c'est possible, les calendriers se marchent pas sur les pieds. Ce serait pas totalement déconnant comme idée. Ouais, mais bon, moi, je suis pas sûr que ça marcherait. Non. Moi, je pense qu'il y a un aspect moi, qui me semble quand même important, c'est de connaître un petit peu le football féminin. Et je trouve que voilà, là où Pedros, là où justement il a cette notoriété, alors peut-être moins que Didier Deschamps, mais il a quand même une certaine notoriété et dans le foot masculin et dans le foot féminin. C'est le fait qu'il soit reconnu comme voilà, quelqu'un de professionnel établi, et aussi qu'il ait gagné avec Lyon la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe, enfin, il avait fait le triplé, et le fait que ce qu'il a fait avec le Maroc. Donc je pense pour moi, il coche toutes les cases qu'on recherche en fait. Je suis d'accord. C'est-à-dire, comme tu disais, David, la notoriété comme une vitrine du foot féminin en France, ça serait vraiment une bonne. Je pense que ça serait vraiment le choix Ouais, idéal. c'est vrai. Il coche toutes les cases, je suis d'accord avec toi. Notoriété, légitimité, talent confirmé. Et par contre, pour moi, enfin, si, c'est du foot fiction, bien sûr, et je pense pas que ça s'est déjà produit, je pense pas que ça se produira, mais en parlant de Deschamps, pour moi, par contre, je suis d'accord avec vous pour Hervé Renard que c'est dommage, mais pour moi, ce serait un manque de respect pour le foot féminin s'il faisait les deux. Parce que pour moi, je le prendrais en mode, entre guillemets, j'ai quelques matchs dans l'année, donc j'en fais d'autres, et voilà. Et puis pour moi, non, c'est pas du tout un. Enfin, je le vois pas du tout avec les filles. Enfin, je trouverais ça assez Ça fou. nous paraît incongru parce que c'est une idée qu'on n'a jamais, c'est une question qu'on s'est jamais posée, mais si on veut Et même, vraiment gagner une Coupe du Monde, à un moment donné, il faut mettre les meilleurs aux manettes, hein. ouais, mais les meilleurs, les meilleurs, moi, je suis pas d'accord. Enfin, oui, ok, on a gagné une Coupe du Monde, bravo, tout ça. Mais en termes de jeu, déjà, c'est moyen. Et puis au-delà de ça, il ne serait pas concentré, il ne peut pas être concentré sur les filles, les garçons. Ce serait quand même assez limite, quoi. Moi, je trouve que ce serait possible. Ce serait original, peut-être, mais ce serait possible. Et pour le coup, ce serait un message ultra puissant on met le paquet sur le foot féminin, quoi. Ok. Bon, Sans donner moyen de gagner. on va dire il y a différence. J'avoue que voilà, sur cette tablée qu'on présente là, il y a plusieurs façons. Enfin, on voit les choses de façon un peu différente et c'est assez normal. Ok. Très bien. Bah écoute, on va passer au flop de David parce que voilà, c'est celui qui nous manque. David, c'est quoi ton flop de la semaine à toi? Alors, mon flop, il va faire la jonction avec notre débat sur le France-Allemagne, tout simplement. Donc, finalement, je vais entamer le débat avec mon flop sous un angle bien particulier. C'est qu'on a beaucoup critiqué la défense française sur ce match. On s'est pris 2 buts en début de mi-temps à chaque fois. Et moi, j'avais envie de critiquer l'attaque. On n'a pas marqué et puis on s'est créé très très peu d'occasions. Et je trouve que cette attaque, elle ne fonctionne pas. Là, cette tentative de mettre Marcus Thuram en neuf avec Mbappé à gauche, Dembélé à droite, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, je pense que c'est un casting et un système qui ne fonctionne pas, qui ne se crée pas beaucoup d'occasions. Et moi, j'ai envie de changer ça.